avant de commencer avec Anne Horvath, c'est mon commissaire d'aventure. C'est la grande aventure qui était l'exposition Face Archimboldo. Et l'exposition commence ici, au forum, avec Annette Messager. Certains projets, vous avez pu les percevoir là maintenant dans les jardins. C'est Yoko Ono dans le studio de Shigeru Bana, le studio dont lui a conçu Centre Pompidou Metz. Il y a les jardins dessinés ou redessinés par Simone Fatal en dialogue avec les stèles romaines de la Cour d'Or. L'exposition Face Archimboldo commence ici et termine, donc il se propage évidemment dans la Grande Nef, sur la scénographie des bergers et termine au premier étage avec l'intervention de MM, c'est des designers artistes, qui sont aussi les auteurs et les personnes qui ont dessiné notre catalogue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Annette Messager? Annette Messager, on l'adore déjà. C'est une grande artiste française, la première femme à Lion d'Or à la Biennale de Venise avec son magnifique pavillon, il y a quelques années. Pour le forum, c'est la première fois qu'Annette travaille avec cette grande lumière, ces grandes surfaces aussi lumineuses. Il a voulu faire un dialogue avec Archimboldo, bien sûr, mais un dialogue toujours militant, comme elle est, toujours critique aussi vis-à-vis de la société qui l'entoure. Et là, nous avons une installation, donc il y a une apparence, c'est un voilière, il y a un côté assez ludique, une apparence, mais elle est en réalité des animaux naturalisés. Dans cette capuche, elle fait les capuches de cette peluche sur chacun de ces animaux. C'est défilé, mais c'est défilé qu'on peut utiliser aussi pour chasser les animaux avec des vêtements de camouflage. Donc c'est tout son engagement vis-à-vis de la préservation de la nature et des animaux. Et on peut marcher à l'intérieur, c'est une petite promenade, c'est un peu comme la promenade qu'on peut faire à l'extérieur dans les jardins. Il y a ce jeu de miroirs entre le spectateur et l'animal. C'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne? Alors, je remercie, c'est une possibilité pour moi de remercier vraiment Anne Horvath. Quand je suis arrivée en décembre, Jean-Marie Gallet, donc notre responsable de l'école de programmation, à Centre Pompidou Metz, vous savez, il y a toujours un duo qui se crée, commissaire et commissaire, c'est la personne aussi du centre, de l'équipe. Alors, je venais juste d'arriver, Jean-Marie, je le connaissais déjà avant. Il a eu l'intuition et la génialité de dire que c'est avec Anne Horvath que je devais faire cette aventure. Julie, qui c'est la chef aussi des projets pour la recherche des pairs. Et c'est comme ça qu'on a commencé, on ne se connaissait pas. C'est un grand projet parce que tous les projets sont grands. Et en plus, c'est encore plus grand grâce à la difficulté de vie, parce que la difficulté du moment des fermetures. J'adore Hola. Alors vous avez vu, on est encore un peu en finissage, un montage qui termine. Donc on s'excuse. Il y a aussi ce côté excitant de voir un montage et on va terminer définitivement demain. Donc il y a des petits ajustements à faire, donc il y a les équipes de régie qui sont là. Face Archimboldo, donc l'exposition d'Archimboldo il y a des origines, on peut dire, sûrement est née en 1987 avec l'exposition que Pontus Hultén fera à Palazzo Grassi, appelée Grassi à Venise. Pontus Hultén est le premier directeur de Centre Pompidou Paris. C'est aussi une figure assez fantastique pour nous conservateurs, commissaires, parce qu'il a donné lieu à notre vision du musée de faire des expositions d'art moderne et d'art contemporain. C'est un peu un mythe, on l'entend à chaque fois, Pontus Hultén, c'est vraiment le grand directeur visionnaire. Et à la suite de la direction des Pompidou, il passera quelques années à Palais Grassi. À ce moment-là, c'était les Agnelli qui étaient propriétaires du Palais Grassi, et à la suite, ça sera évidemment, jusqu'à aujourd'hui, ça sera Pinot. Et il y aura cette grande exposition dédiée à Archimboldo, qui changera aussi en quelque sorte l'idée de pouvoir faire des expositions entre moderne et art contemporain, art ancien et art contemporain. Toute petite, moi je suis allée, donc pas Anne qui n'était pas encore née, mais je suis allée donc avec le collège donc de Rome, je suis allée à Venise pour découvrir cette exposition parce que c'était aussi la première exposition d'Archimboldo in absolu. Donc on redécouvrait ces grands maîtres de la Renaissance.
Bien après, avec les catalogues que j'ai découverts. Donc il y avait Daniel Arras, par exemple, qui l'avait écrit dedans. Je l'ai découvert donc que c'était Pontus Sultan qui avait fait l'exposition. Il y avait des artistes contemporains, donc des jeunes artistes aussi, des grands noms aussi du surréalisme. Et Pontus, donc il s'était reconnecté au surréaliste, à cette grande exposition de MoMA, où on disait qu'Archimboldo, comme d'autres, était des précurseurs donc, du surréalisme, via Breton. Parce que la grande découverte réelle d'Archimboldo, c'était le surréaliste. Donc je me suis toujours dit, excusez-moi, que j'aurais voulu continuer cette exposition de Pontus Sultan, mais de quitter les sujets du portrait, que c'était le nœud de l'exposition de Pontus, et de plus toucher la connotation d'Archimboldo comme un grand maître légendaire pour le public et pour ceux qu'il a représenté, mais pas pour les conservateurs, et aussi de pousser encore plus sa contemporanéité. Donc en parlant autour de nous, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'artistes contemporains de la nouvelle génération ou des artistes plus confirmés qui tous ont trouvé qu'Archimboldo c'était un peu révélateur de leur art. Parce que beaucoup d'entre nous ont pu toucher Archimboldo dès petits. Donc certains artistes se sont déclarés artistes aujourd'hui parce qu'Archimboldo lui a donné un degré de liberté possible. Donc avec Anne, on s'est mis à la recherche, on a commencé à construire cette exposition. L'exposition, on peut dire, idéalement, elle part des Pompéi jusqu'à des recherches beaucoup plus contemporaines. C'est évidemment des choix très structurés, très liés à l'histoire de l'art, mais une grande partie aussi très intuitifs. L'exposition doit avoir lieu à la suite de Chagall, donc sur le plateau de la Galerie 3. Mais très rapidement, on a dit qu'on voulait combattre, en tous les cas, pour que Chagall puisse être gardé jusqu'à qu'on pouvait. Donc rapidement, on a dit qu'on descendait dans une salle possible qui était encore vide à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est la Grande Nef. La Grande Nef, on avait déjà pensé qu'on voulait l'explorer vraiment comme dans son architecture, des figures urbaines et des gens négatives, donc on voulait la rouvrir. Donc vous êtes des grandes personnes qui sont grands fidèles du Centre Pompidou-Metz, vous voyez qu'on retrouve la structure presque comme celle du Forum. Et à partir de ça, on a dû demander à des architectes, c'est Berger-Berger, les architectes Berger-Berger, qui ont conçu notre scénographie. Donc c'est une scénographie spéciale, c'est une scénographie en béton cellulaire. L'idée est que le parcours s'est fait avec 3 points, on peut dire, 3 places. La première place où nous sommes là maintenant avec cette grande installation de Mario Mers, grand artiste de l'arte povera. On a eu pendant quelques mois Giuseppe Penone, l'arbre de Giuseppe Penone, donc c'est un des collègues de la bande de l'arte povera de Giuseppe. Il y a une deuxième place que vous allez avoir, on va voir tout à l'heure avec une grande fontaine de l'artiste américaine Linda Benglis. Il y a une partie plus narrative et cinématographique avec Pierre Huyghe dans cette toute partie. À partir de ces éléments-là, les bergers l'ont construit, cette architecture qui c'est comme une grande sculpture. Donc il faut se déplacer pour voir les différents points de vue, différents vis-à-vis qui se peuvent créer avec les artistes que nous avons choisis. Et évidemment, tout ça autour de cette figure énigmatique d'Archimboldo, qu'on peut voir déjà de là. Vous voyez à côté de De Chirico, il y a les libraires d'Archimboldo. Tout de suite face à nous, il y a le printemps d'Archimboldo de Madrid. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on a un peu de retard, mais il y a les vitraux que l'archevêque du Dôme de Milan il a accepté de descendre de la cathédrale de Milan pour qu'on puisse les exposer. Ce sont les vitraux d'Archimboldo qu'il a fait avec son père et c'est son premier travail connu. Et là derrière, vous allez voir, il y a les dessins des offices. Donc à partir de ces éléments-là, on a construit notre discours sur cette figure qu'on adore. Donc on est complètement amoureuse avec Anne, non? Absolument. C'est une figure aussi qui est très mystérieuse, Archimboldo, dont on pense en fait le connaître. Mais l'enjeu de l'exposition, c'était justement de montrer toutes les cordes à son arc, et donc pas seulement la peinture, mais aussi son travail sur le vitrail, son travail pour les fêtes des Habsbourg, qui sont des dessins absolument magnifiques au lavis bleu. C'est de raconter sa vie aussi, parce qu'il a une destinée complètement européenne. Il est né à Milan, il va retourner à Milan à la fin de sa vie. Mais il va passer 25 ans au service de la cour des Habsbourg à Vienne et à Prague. Il va aussi faire des dizaines de voyages en Europe. Et en ce sens-là aussi, c'est un artiste profondément actuel. L'exposition, c'est un portrait subjectif de l'artiste. Donc on a en effet ces points qui sont essentiels, ces œuvres dont on espère qu'elles vont aussi révéler les nouvelles facettes de l'artiste aux visiteurs.
Mais c'est aussi un portrait intellectuel, c'est-à-dire que c'est pas seulement des rapprochements formels entre les œuvres, mais c'est vraiment aussi de se dire que toute la pensée d'Arcimboldo, cette pensée qui est vraiment aussi ancrée dans le XVIe siècle maniériste, continue de rayonner aujourd'hui parce que aussi cette pensée maniériste, c'est la première avant-garde anticlassique, c'est vraiment le modernisme avant l'heure. Et tout le XXe siècle et aussi l'art contemporain, les artistes avec qui on a échangé aujourd'hui sont héritiers de ce courant encore plus que de la Renaissance. Fabrice Terra de Mario, elle est composée par 3 éléments. Le coccodrillo, je le dis en italien parce que je ne vais pas le prononcer en français et j'arrête d'essayer de le prononcer parce que personne ne comprend. La bête, là, que vous voyez avec la séquence de néons, qui est une séquence de Fibonacci, donc une séquence mathématique. Cette table-là, vous connaissez Fibonacci, vous allez nous expliquer, c'est très sophistiqué. La table avec les fruits et légumes, que c'est la table de Mario, et l'icône. Alors cette sculpture, qui est une sculpture unique, composée par 3 éléments, a été exposée en 87. Et il semble qu'on raconte que Mario Merz il avait conçu, lui, la bête et la table, un hommage à Arcimboldo. Et après, Agnelli est venu et il a vu que la grande allée du palais était trop vide. Et donc, il a fait un autre hommage à Arcimboldo, qui est un peu un grand panier de fruits et légumes, et c'est de là qu'il est né l'icône. À la suite de 1987, à la suite de Venise, l'œuvre a été dissociée, vendue séparément. Donc Pompidou Paris, il a le coccodrillo, l'hommage à Arcimboldo. La table qu'on a un peu revisitée, c'est au Frac Lorraine, donc chez nous. Une corne est à Lyon, il y a une autre corne qui est à la tête. Pour la première fois, donc, elle est reconstruite. Et c'est très émouvant, notamment aussi pour la famille, pour Béatrice Merz. Et Béatrice, elle nous a voulu faire un geste d'amour, on peut dire, à son Pompidou Metz, avec la petite tête de Marisa Merz qu'elle laisse disposée sur la table. Donc il y a le coccodrillo qui fait référence à toute la question du cabinet de curiosité, de la naissance évidemment d'Arcimboldo à Prague et tout ce qui se passe autour de la cour des Habsbourg. Il y a la séquence de Fibonacci qui part de 1527, c'était la date présumée de la naissance d'Arcimboldo. Aujourd'hui, c'est les différentes d'un an et qu'elle arrive jusqu'à un numéro 1. Et la table, évidemment, c'est clairement un hommage les éléments de certains tableaux d'Arcimboldo et il corne, comme je disais, donc c'est ces grands paniers. Donc nous, on est très heureux, on est très fiers de pouvoir la remontrer complètement réassemblée aujourd'hui. Et pour continuer toujours à parler de l'Italie, vous avez vu pour Annette Messager, il y a la question beaucoup, vous allez le retrouver dans les différents allées, ce qu'on n'appelle pas salles, hein, on les appelle les allées de l'exposition, la question de la masque, hein, du visage qui est recouvert, jusqu'évidemment arriver à la représentation qu'elle fera à Arcimboldo. Et donc on s'est dit, on a fait ce grand voyage en Italie avec Anne et on a trouvé des fresques. Le musée archéologique de Naples a été très très généreux et nous a permis donc de présenter des fresques de Pompei et Ercolano qui un peu débute l'exposition sur la question de la masque. They're not your biggest discouragers. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging. But then, you may never forget my words. Words are powerful. When you hear those words and then your mind starts growing with these lies, I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. What's the word? Believing in something you do not see. Faith.
Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, that's where faith kicks in.